On approche de la date fatidique, hein, encore une bonne semaine de campagne et ce sera donc le scrutin du 17 mars pour les élections à la Knesset en Israël. On va en parler de nouveau longuement ce soir, émission spéciale d'une heure. Yuli Edelstein qui sera notre invité tout à l'heure, dans environ 3 quarts d'heure. Et puis ce soir, des invités également au studio. Bonsoir Sarah Blum, bonsoir. Militante pour l'Union sioniste qui tenait d'ailleurs un meeting important hier soir. On va en parler, on verra un reportage tout à l'heure à Tel Aviv. Merci d'être là. Merci à vous Jérémy Halimi également. Qui lui est militant pour le parti Foyer Juif Beit HaYehudi, emmené par Naftali Bennett, et puis Dror Even-Sapir, analyste politique. Bonsoir Dror, sur i24 News. Alors, il n'y a pas de nouveau sondage aujourd'hui, mais il y en a eu pas mal hier. On verra d'ailleurs dans un instant le tout dernier, chronologiquement en tout cas celui de la chaîne, la première chaîne israélienne Arutz Echad, qui donne eh bien, un resserrement des positions. Vous voyez que ça peut varier vraiment d'un moment à l'autre. Je voudrais qu'on voit d'abord avec vous, Dror Even-Sapir, les dernières infos du jour. Qu'est-ce qui a focalisé l'attention aujourd'hui dans cette campagne ? Vous savez, il y a un endroit à Jérusalem qui s'appelle le Machane Yehuda, que chaque Israélien connaît, même ceux qui mettent à peine les pieds à Jérusalem. Le Machane Yehuda, c'est un marché, et un marché populaire, et il a été considéré pendant de très nombreuses années, Jean-Charles, comme étant non seulement l'un des bastions du Likoud, mais également peut-être l'un des symboles même du Likoud. Le Likoud, vieille manière en fait, hein, le Likoud populaire, l'électorat traditionnel du Likoud, les classes populaires plutôt défavorisées ou moyennes, en général issues du monde arabo-musulman, le Likoud qui avait permis à la droite israélienne de s'emparer du pouvoir pour la première fois en 1977. C'est cette catégorie-là de la population qui avait donné sa victoire à Menachem Begin, et qui avait permis à la droite israélienne de préserver une assez confortable majorité pendant finalement très longtemps, pendant l'essentiel de ces dernières décennies. Et Benyamin Netanyahou, eh bien, après plusieurs années d'absence dans ce haut lieu donc, qui représente le Likoud, s'est déplacé. Il a fait un bain de foule aujourd'hui en compagnie de la députée Miri Regev, la première femme aujourd'hui du parti au pouvoir. Et donc dans ce lieu ô combien symbolique du Machane Yehuda, le marché du Machane Yehuda à Jérusalem, qui a d'ailleurs bien changé. On y trouve aujourd'hui beaucoup plus de cafés branchés qu'auparavant. Donc c'est un endroit un petit peu moins populaire, mais tout de même il a été bien évidemment bien accueilli, puisque ça reste encore une place forte du Likoud. Et c'est intéressant, Jean-Charles, parce qu'on avait l'impression ces dernières semaines que le Likoud et Netanyahou faisaient essentiellement campagne pour reprendre les voix qui s'étaient échappées vers le parti de M. Halimi, à savoir vers le foyer juif de Naftali Bennett. On avait vu Benyamin Netanyahou notamment se déplacer à Eli, une implantation importante dans les territoires de Cisjordanie. Et là encore, l'un des bastions, là au contraire, du foyer juif, du nationalisme religieux, du sionisme religieux. Et là, eh bien, Netanyahou revient au Likoud un petit peu plus authentique, peut-être un petit peu plus populaire, celui qui est représenté par le Machane Yehuda. Est-ce que ça va suffire à stopper parler d'hémorragie, ce serait peut-être un mot un peu fort, mais cette stagnation, voire même cette baisse de forme du Likoud constatée dans la plupart des sondages, pas dans le nôtre, c'est vrai, au cours de ces dernières semaines, une baisse de forme qui avait été un petit peu freinée, il est vrai, par le discours du Premier ministre devant le Congrès la semaine dernière, mais finalement, eh bien, il avait, dans la plupart des sondages, gagné 1 ou 2 mandats par rapport au sondage précédent. C'est pas beaucoup, et on constate, et en interne d'ailleurs, les responsables du Likoud nous le disent, ils sont plutôt inquiets. Ils n'abordent pas ce scrutin avec beaucoup d'optimisme. Alors ça ne veut pas forcément dire que c'est une bonne nouvelle pour la gauche, pour l'opposition centre-gauche, parce que les voix perdues pour le Likoud peuvent se disperser vers Naftali Bennett ou vers les concurrents centristes à la fois de l'Union sioniste et du Likoud, Yair Lapid ou Moshe Kashlon. En tout cas, un Likoud en petite forme, et un Likoud surtout très peu présent sur le terrain. Et là, Benyamin Netanyahou donc a voulu donner un coup d'arrêt à cette morosité en revenant donc à ce lieu très symbolique qui est le Machane Yehuda. Alors je voudrais qu'on regarde justement le dernier sondage dont on vous parlait, celui de la première chaîne israélienne qui a été publié hier soir, TAR, qui donne un resserrement en tout cas en termes de sièges. On va voir ça, puisque c'est une égalité quasiment parfaite qui arrive entre le Likoud et l'Union sioniste. 24-24, 13 pour Yesh Atid, 12 pour la liste arabe unie, 11 pour Foyer Juif, 8 pour Chasse.
Voilà pour les principaux. Un commentaire d'ailleurs, justement, est-ce que vous avez l'impression l'un et l'autre, là, Sarah Bloom et Jérémy Halimi, que on est à une semaine, c'est encore, ça peut bouger encore, ou est-ce que là on a à peu près ce qui peut se dessiner à votre avis dans une semaine, Jérémy Halimi? Je pense que ce qui va se passer maintenant, c'est des petits mouvements dans les blocs, dans le bloc de la droite, dans le bloc de la gauche, dans le bloc religieux éventuellement. Mais c'est plus ou moins l'image qu'on va voir aux élections. Et ce que disait Dror justement par rapport au Likoud, pour nous, au foyer juif, donc au Beit Yehudi, c'est pas pour nous déplaire, puisque justement on essaye aussi de faire comprendre au public qu'un Beit Yehudi fort pourra bien tenir le Likoud à droite, quand donc Benjamin Netanyahou formera la coalition. Et pour avoir en balayant toutes ces idées d'union nationale, etc., d'avoir un gouvernement qui soit fort, de droite et bien installé pour gouverner pendant 4 ans. Moi, je vais vous refaire la phrase que vous avez probablement dû entendre plusieurs fois sur ce plateau, cette phrase de Pérez qui dit que les sondages, c'est comme les parfums, ça se respire, mais il ne faut pas les avaler. C'est des bons indicateurs, mais en même temps, ça prédit pas l'avenir. Donc, moi, ce que j'espère, c'est que les gens iront voter massivement pour l'Union sioniste, si vous voulez renforcer le bloc de gauche et renforcer l'Union sioniste en particulier, qui pourra mener une coalition avec une vision bien définie pour le pays et pas qui n'est pas, disons, une dispersion des votes dans les petits partis de centre et de gauche. Après, la droite... personnellement, ça ne me dérange pas trop si les votes se dispersent à droite. Au contraire, ce serait peut-être même mieux pour nous, ça nous avantagerait. Vous ne voulez pas avaler les sondages, mais Dror Even Sapir, il y en a un qui circule au sein de l'Union sioniste, qui est un sondage interne, comme on dit, et qui donne aujourd'hui une vision un peu différente de celle qu'on a vue là. Oui. Complètement différente même, puisque d'après le sondeur, vous savez, chaque parti en fait a un sondeur. Chaque parti a embauché un institut de sondage et lui livre des sondages faits maison en quelque sorte, qui en général ne sont pas censés être diffusés au grand jour et dont les résultats restent confidentiels. Mais là, le sondeur de l'Union sioniste, un certain Kalman Gayer, a décidé de diffuser les résultats de ce sondage, et c'est tout à fait surprenant parce que dans ce sondage donc interne, l'Union sioniste obtient le très beau score de 26 ou 27 sièges et le Likoud végète autour de 20-21 mandats. Donc c'est assez surprenant. C'est pas impossible parce que contrairement à ce que nous a dit Jérémy Halimi, je crois que les sondages actuels ne reflètent pas forcément la réalité. On peut avoir encore beaucoup de surprises dans un sens comme dans un autre. Et d'ailleurs, chaque scrutin nous a réservé des surprises au cours de ces dernières dizaines d'années presque. Il y en a beaucoup. C'est vrai. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu des sondages aussi qui ont été, disons des simulations d'élections qui ont eu lieu sur différents campus. Et j'ai en tête celui de l'université hébraïque et en particulier aussi celui d'IDC qui est sorti hier soir. Donc du coup, c'est assez frais dans ma tête. On parlera justement tout à l'heure de ces sondages. L'Union sioniste sort à 30%, le Likoud à 10 et quelques %. Donc c'est pas difficile de notre côté sur les campus de la. Ça veut dire quoi que les jeunes aujourd'hui sont plus à l'aise? C'est un indicateur du vote des étudiants quand même. De manière traditionnelle, l'université hébraïque à Jérusalem, le Technion, l'université de Tel Aviv sont à gauche. Et IDC? Comment? IDC, pas vraiment. IDC aussi, c'est bien connu. Si vous allez à Bar Ilan, par exemple, vous allez avoir des résultats totalement différents à Beersheva. Je sais pas quels sont les résultats à Bar Ilan, si vous les avez. Je les ai pas, mais c'est évident. C'est comme si on dit voilà, on est allé au collège Blir et voilà, on a eu tel et tel résultat. Ça veut. Donner d'ailleurs l'Union sioniste en avance à Blir. Très bien. Pour ceux de nos spectateurs qui ne sont pas familiers avec ce nom, Blir, c'est un lycée de la ville de Ramat Gan, et pendant très longtemps, il était considéré, puisque dans tous les lycées, en fait, on organise des élections tests. C'est un peu un cours d'éducation civique pour de tout jeunes gens qui s'apprêtent à voter pour la première fois. Ils votent pour des élections tests, donc des élections qui ne sont pas évidemment prises en compte dans les résultats nationaux. Et ce lycée, le lycée Blir, était considéré pendant longtemps comme étant celui qui, c'est un peu la cigogne qui annonçait le printemps. C'était jusqu'au début des années 90. Mais c'est plus le cas. Les lycéens de Bir avaient prévu en 77 la victoire de Begin. Depuis, c'est plus le cas effectivement, mais ils indiquent certaines tendances. Et il y a 2 ans, ils avaient indiqué le bon score qu'a finalement réalisé Yair Lapid. Quant au sondage interne de Kalman Gayer,
C'est un coup de pub. C'est bien connu, Kalmanger, ses positions sont bien connues, c'est un coup de pub. C'est un sondage interne. Hein, un sondage interne, mais oui, mais ça a été diffusé. Ouais. C'est pas pour rien. C'est-à-dire aujourd'hui, le Parti travailliste a du mal, commence à comprendre qu'il serait quasiment impossible pour lui de former une coalition. Et c'est bien la raison pour laquelle ils essaient de donner un coup de jus donc, à leur campagne. Si c'est ça les moyens, ils sont un petit peu limités. On a un programme aussi, très détaillé. C'est un bon moyen aussi de faire du score. On peut en parler. On en parlera. Alors, justement, on parlait de la manière dont les partis essaient de convaincre des électeurs. Il y a justement ces meetings qui sont ciblés vers des électorats, et notamment les francophones, qui sont de plus en plus nombreux en Israël. On s'est rendu hier soir justement à Tel Aviv à une rencontre organisée par l'Union sioniste avec les francophones du secteur. Et c'est Léa Berdugo qui nous raconte cette soirée. Opération de charme de l'Union sioniste. Tzipi Livni et Yitzhak Herzog sont en marche vers la conquête de l'électorat francophone. Nous sommes en train de gagner. Le leader du Parti travailliste se montre plus que confiant. Après l'assurance, l'heure est à la séduction. La numéro 2 de la liste, Tzipi Livni, monte au front. Il y a plus de 30 ans, je vivais à Paris, j'étais envoyée par le Mossad pour l'État d'Israël. Et jusqu'à ce jour, Paris, le français et vous tous arrivez à m'émouvoir. Jusqu'à récemment, la sonnerie de mon téléphone portable était même une chanson d'Edith Piaf. Émotion, proximité, tout est fait pour séduire les Français. Les questions de fond sont également abordées et parmi elles, la sécurité, largement évoquée par les candidats au Parlement. Nous avons présenté un programme sécuritaire complet pour renforcer la capacité de dissuasion d'Israël, pour la lutte contre le terrorisme, pour faire de l'armée et la sécurité un outil apte à créer le changement dans la région. Ce programme a été présenté par le général de réserve Amos Yadlin, notre candidat au poste de ministre de la Défense. A-t-on déjà autant parlé de sécurité dans un événement de l'Union sioniste? La formation s'adapterait-elle à son public francophone, considéré comme penchant majoritairement à droite? Laurie, militante, a son avis sur la question. Les francophones ont besoin de comprendre que la sécurité n'est pas gérée uniquement par Monsieur Sécurité et Benjamin Netanyahou. C'est un point clé et fort du programme de Amachane Hatzioni, de l'Union sioniste. Non, les nouveaux immigrants français ne votent pas tous à droite. C'est en substance ce qu'ont répété les leaders du groupe. Et cet avis est partagé par les militants et sympathisants. Je pense que la communauté francophone en Israël ressemble à la société israélienne. Il y a des religieux, il y a des laïcs, il y a des ashkénazes, il y a des séfarades. Ils ont des préoccupations diverses et variées. L'hymne israélien retentit à la fin du rassemblement. Ce chant fait désormais partie du répertoire des 7000 immigrants venus de France cette année. Un électorat qui, dans sa globalité, entend bien peser sur les résultats des prochaines élections. Voilà, reportage de Léa Berdugo. Est-ce que vous avez l'impression que justement, Sarah Bloom, il y a un électorat plutôt à droite chez les francophones? Parce que vous êtes apparemment l'incarnation du contraire. L'incarnation, je ne sais pas. Non, parce que est-ce qu'on a parlé effectivement sécurité plus hier soir parce qu'on s'adresse à des francophones? On a parlé des thèmes principaux de la campagne. On a un programme économique très détaillé, on a un programme sécuritaire très détaillé. On a simplement parlé des enjeux qui concernent les Israéliens, francophones ou pas d'ailleurs. Moi, je peux vous parler de l'expérience au sein de la cellule francophone. Ce qu'on fait, c'est qu'on traduit le contenu qui existe en hébreu, on le traduit en français. On ne l'adapte pas, on ne le coupe pas, on traduit exactement la même chose. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que les grands axes de la campagne, à savoir garantir un État juif et sécurisé, rétablir une économie juste et une société équitable et parer à l'isolement international d'Israël et lutter contre cet isolement, ce sont les 3 grands axes de la campagne. On a simplement traduit ça en français et on l'explique aux gens. Le problème qu'on a observé, si vous voulez, en allant sur le terrain, en rencontrant les gens, c'est que bien souvent, quand on leur pose la question de savoir pour qui ils ont l'intention de voter, je parle des francophones, soit ils nous répondent qu'ils ne savent pas, soit ils nous répondent, écoutez, peut-être Bibi, mais et quand on leur pose la question pourquoi, ils nous disent pas quelle est la vision de Bibi. Ils nous disent
Simplement parce qu'on n'en connaît pas d'autres. Et donc, on leur explique qui sont les gens qui sont sur notre liste, on leur explique leur parcours, qui sont des parcours souvent brillants au sein de l'État, et on leur explique pourquoi ils peuvent apporter justement un changement, quelles sont leurs idées nouvelles, comment ils vont adapter la société israélienne aux enjeux internationaux. Et donc, c'est, si vous voulez, notre travail, il est là. Il est si vous voulez, d'apporter ce que nous, on sait en tant qu'hébraïsants, francophones, et de le transmettre à un public francophone qui n'a pas forcément toujours la connaissance de la langue ou la connaissance du système politique local. Le public francophone est bien plus intelligent que ce que veut faire paraître... Je n'ai pas dit qu'il était bête. Attends, je t'ai laissé parler. Qu'il ne savait pas nécessairement. Oui, mais il ne faut pas dire ce que j'ai pas dit. D'accord. Je pense qu'il est beaucoup plus intelligent que ce que tu peux, vous pouvez faire paraître. Il y a beaucoup de Français qui savent exactement ce qui se passe dans la politique israélienne, et je pense que ce serait intéressant de faire des sondages, mais je pense que l'ultra-majorité des Français aujourd'hui votent à droite, et c'est pas pour rien. On oublie, aujourd'hui c'est vrai que l'agenda... Aujourd'hui, c'est vrai que l'agenda de cette campagne, il est plus orienté au jour d'aujourd'hui sur le problème économique. On peut effectivement l'aborder. On oublie rapidement et d'une manière assez intéressante qu'en été, on était tous dans les miklatim, on était tous dans les abris, et qu'il faut comprendre quelle est la situation sécurd'une en Israël et juger aussi en fonction de ça. En général, et ça se prouve d'une manière claire et répétitive, que la droite sait mieux aujourd'hui, et surtout le foyer juif sait mieux s'occuper des problèmes sécuritaires que la gauche qui vit dans une utopie et dans une espèce d'illusion qu'en faisant la paix avec nos amis qui sont à l'est, au nord, au sud, alors tout va s'arranger, alors qu'on sait très bien qu'au sud on a le Hamas, au nord on a le Hezbollah, au nord-est on a bientôt l'État islamiste qui va arriver, et à l'est on a nos voisins palestiniens qui ne rêvent que d'une chose, c'est de détruire l'État d'Israël. Est-ce que je peux répondre? Alors je voudrais juste un mot de Dror Even Sapir et je vous donne la parole après. Deux petites remarques sous forme peut-être de deux petites piques vis-à-vis de chacun des deux intervenants. La première, je la réserve à M. Halimi puisqu'il vient d'avoir la parole. Vous parlez de l'utopie de la gauche en termes de sécurité. Alors, comment expliquer que des centaines d'anciens généraux et d'anciens responsables haut placés du Mossad ou du Shabak, des services de sécurité intérieure, sont en faveur d'une initiative diplomatique et d'un État palestinien? La pique à Mademoiselle Blum concernant l'Union sioniste, eh bien, on n'a pas du tout entendu parler votre parti sur une des questions quand même qui concerne l'avenir d'Israël, à savoir que faire des territoires conquis en 67. Est-ce qu'il faut les garder? Est-ce qu'il faut les... On les a pas entendus parce que, et la raison elle est très claire, la plupart des Israéliens, même les électeurs de gauche ou les électeurs centristes, sont d'un grand scepticisme aujourd'hui sur les capacités de parvenir à un règlement négocié du conflit israélo-palestinien. Mais attendez, donc, Dror, attendez. Il s'est adressé d'abord à moi. Dror, vous parliez de ces généraux qui sont en faveur de... qui sont contre Bibi, en tout cas. Qui sont contre Bibi, qui sont pour le Parti travailliste. On n'écoute pas aussi la majorité des généraux qui sont aussi de l'autre côté, à droite. On peut en citer une. On les a pas entendus. Non, on les a pas entendus parce que disons qu'au niveau d'un agenda, ils s'expriment moins, c'est vrai. Au niveau d'un agenda, eh bien, on sait très bien les agendas politiques, financiers qui existent du côté du parti travailliste. Et c'est donc souvent pour ça que ça existe. On peut parler de ce qui s'est passé avec Dagan récemment, Amos Yadlin, etc. C'est-à-dire? Alors, vous voulez répondre? Après, on va filer à Nazareth. D'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec Dror Even Sapir sur ce sujet-là, parce que quand on sait exactement ce qui s'est passé au courant de l'histoire d'Israël, on sait exactement quelles ont été les positions qui ont été prises concernant le règlement du conflit, concernant les territoires. Je parle de ce qui se sait. C'est-à-dire, on ne peut pas tout expliquer en détail, évidemment, dans un programme sécuritaire. Il y a des axes, évidemment, qu'on peut énoncer, développer. Mais il y a évidemment des choses qu'on ne peut pas développer, mais n'importe qui peut venir à nos Rogebait, à nos ateliers, pour poser ces questions directement aux responsables des partis. C'était le cas hier soir, ça va être encore le cas ce soir à Netanya et à Ashdod et à Jérusalem cette semaine. Mais qu'est-ce que vous proposez? Attendez, j'ai pas fini. Pardon. Merci.
Merci. Allez-y, après on va à Nazareth et je vous redonne la parole premier. Il y a, depuis les accords d'Oslo, puis ensuite à Camp David II, puis ensuite avec les différents processus qui se sont, c'est-à-dire le même processus, mais disons les discussions qui ont eu lieu par la suite, il y a des paramètres extrêmement clairs. On les appelle les paramètres Clinton, c'est toujours les mêmes. D'ailleurs, il y a eu un document qui a été publié récemment concernant le fait que Bibi avait accepté aussi ce document. Ça a été démenti. Démenti par le bureau du Premier ministre, mais certainement pas par les personnes qui l'ont lu et qui le connaissent depuis longtemps. Et c'est une évidence, parce que ce sont toujours les mêmes paramètres qui sont en jeu, et c'est ces paramètres-là qu'on négocie systématiquement dans les négociations. Les choses sont très claires, on sait très bien comment va finir cette histoire. La seule chose, c'est qu'il faut que les deux côtés signent. C'est tout. Il faut que les Palestiniens acceptent, il faut que les Israéliens l'acceptent. Parfois ils l'acceptent, parfois ils l'acceptent moins. Mais les questions sont claires et nettes, à une exception près, la question de Jérusalem. Mais pour ce qui concerne les grands blocs d'implantation, ces grands blocs d'implantation vont très probablement être inclus dans les frontières d'Israël, c'est une évidence, c'est pour des raisons sécuritaires et c'est pour des raisons démographiques. Alors il y aura des différences là-dessus entre vous deux, vous en reparlerez juste après. Je voudrais qu'on aille à Nazareth parce qu'on voulait vous montrer aussi comment cette liste arabe unie, ces partis arabes qui se sont donc réunis pour cette élection, font campagne dans ce qu'on peut considérer peut-être comme l'un de leurs fiefs, Nazareth, où se trouve justement Leslie Rezouk. Bonsoir Leslie. Alors quelle est l'ambiance justement au cours de cette réunion à laquelle vous assistez ? Oui, Jean-Charles, alors je vous entends extrêmement mal. La réunion qui se tient ici derrière moi à Nazareth est bien réunie, comme vous l'avez dit, les membres de la liste unifiée arabe qui réunit 4 partis, le parti Radash communiste, le parti islamique, le parti d'Ahmed Tibi, le leader de cette liste, et enfin un parti plus indépendant. Alors, ce soir à Nazareth se tiennent en même temps plusieurs réunions, ce qui est intéressant car cela montre que l'unité voulue par cette liste arabe, n'est pas si uniforme que cela, puisque chaque représentant tient réunion dans l'un de ses fiefs, ici à Nazareth. Il y a donc plusieurs meetings, plusieurs réunions, plusieurs parlementaires qui viennent défendre leur liste et évidemment, on peut le supposer, leur point de vue et leur parti avant tout, même si l'union de cette liste est avancée pour ces élections législatives et les leaders de la liste arabe, sous cette unité de façade, semblent plus divisés que jamais sur des questions comme la politique, la laïcité. Ce sont des thématiques qui leur permettent de se diviser malgré tout. Malgré tout, comme je vous le disais ce soir ici à Nazareth, les différents meetings réunissent une centaine de personnes à chaque fois, une foule qui est acquise à la cause des candidats et peu de questions, peu de remises en question et plutôt une ferveur populaire qui témoigne de la volonté de la population arabe israélienne de voter pour ces élections et de faire entendre sa voix. Pour le moment, selon les derniers sondages, cette liste arabe unifiée serait créditée d'environ 12 sièges pour les prochaines élections. Merci Leslie Rezouk, donc en direct de Nazareth. Alors, on revient à ce sujet justement. Alors, est-ce que pour le parti Foyer Juif, qui était quand même un allié de Netanyahou dans la dernière coalition, est-ce que vous croyez plus la version du document dans lequel Netanyahou serait prêt à revenir aux frontières de 67, ou bien ce qu'il a dit hier, avant de le démentir à nouveau, sur le discours de Bar-Ilan et pas d'État palestinien pour l'instant parce que c'est pas d'actualité. Quel Netanyahou vous voyez en ce moment? C'est intéressant que vous utilisiez la formule quel Netanyahou, parce qu'effectivement il y a plusieurs Netanyahou. Là-dessus je pense que je suis d'accord avec Sarah. Netanyahou a tendance avant les élections à être de droite et puis après les élections à être de gauche, à appeler Ehud Barak en 2009, à appeler Tzipi Livni en 2013, et c'est bien pour ça qu'on propose à nos électeurs et à l'ensemble du peuple d'Israël de voter pour nous, pour être sûr que le premier allié que Netanyahou prendra avec lui dans la coalition, c'est un foyer juif qui pourra bien le tenir au niveau sécuritaire et aussi au niveau économique, on n'en a pas parlé, à droite, et c'est le plus important. Mais je voudrais juste reprendre un petit peu ce que votre reportage. Cette liste arabe qui est formée de 4 différents partis, va probablement dans la configuration dans laquelle, si jamais il y a une catastrophe qui se passe, la gauche devrait passer au pouvoir. Elle ne pourra le faire
sans avoir le soutien de la liste arabe, même si c'est de par l'extérieur. Je vais juste finir. Je vais juste finir. Voilà, aller à l'extérieur de la coalition, mais en tout cas faire passer les lois, etc., la soutenir de l'extérieur. C'est ce qui a été dit. Non, c'est ce qui a été dit et par Yitzhak Herzog lui-même et aussi par Amin Ouda, celui qui gère cette liste. Cette liste, elle est composée aujourd'hui de factions qui sont fermement anti-israélien, anti-sioniste. Le numéro 2 de la liste arabe a dit récemment qu'envoyer des cocktails Molotov sur les voitures des colons, c'était quelque chose de légitime. Alors qu'on sait qu'il y a des dizaines d'enfants et d'adultes qui ont été blessés, voire tués par ces cocktails Molotov. Donc c'est ça vos alliés, madame. C'est ces gens-là. Nous n'avons pas d'alliés avec la liste arabe. Les choses sont très claires. Les choses sont très claires. Les choses sont très claires. Pour qu'on gagne, il faut un parti, comme je l'ai dit tout à l'heure, un parti de l'Union sioniste fort. Si l'Union sioniste est forte, il n'y aura pas besoin de faire de compromis avec des factions plus petites. Donc l'urgence, c'est de voter et de voter utile pour un grand bloc, pour le bloc de l'Union sioniste, pour qu'on ait un gouvernement de centre-gauche qui soit à même de garantir un État juif sécurisé. C'est tout. Il n'y a pas de tergiversation là-dessus. On est en plein délire. On est en plein délire. Il n'y a aucune configuration, d'après les sondages, il n'y a aucune configuration dans laquelle c'est possible. Même avec votre sondage qui vous donne un avantage avec 26-27 voix, impossible. Il n'y a aucune possibilité pour que sans le parti arabe, vous pourriez arriver à former un gouvernement. Monsieur, on ne va pas commencer à faire les tractations maintenant alors qu'on n'a absolument aucune idée des résultats des élections. D'accord, on n'est pas là pour de la propagande non plus. Alors, non, mais je ne fais pas de la propagande. Je défends les idées de mon parti et je vous dis que mon parti est un parti sioniste, d'où l'intitulé de ce parti, et que donc il garantira un État juif. C'est intéressant. Pourquoi le nom du parti sioniste? Pourquoi pas sioniste? Parce qu'ils veulent bien dire à leurs électeurs, n'oubliez pas, on est quand même sioniste. Hein. Et vous, c'est pour ne pas oublier que vous êtes juif? Non, pas du tout. Ah d'accord, non, mais parce que c'est exactement la même rhétorique. Là-dessus, est-ce que la coalition que pourrait former Yitzhak Herzog et Tzipi Livni aura besoin forcément de ce soutien Il y aura deux étapes. Partis arabes. La première étape, c'est le nombre de partis et de députés qui vont recommander tel ou tel leader politique au président de l'État, Reuven Rivlin, pour que Reuven Rivlin confie au leader politique en question le soin de rassembler une coalition gouvernementale. Ça peut être Benyamin Netanyahou, ça peut être Yitzhak Herzog. S'il y a une majorité de blocage, et c'est là que la liste arabe unifiée peut effectivement jouer un rôle en faveur indirectement de l'Union sioniste et de son leader Herzog, s'il y a une majorité de blocage qui empêcherait Benyamin Netanyahou de rassembler autour de lui suffisamment de députés pour obtenir plus des 60 sièges, puisque la Knesset en compte 120, eh bien là, effectivement, Reuven Rivlin n'aura pas d'autre choix que de confier à Yitzhak Herzog le soin de tenter de rassembler une coalition gouvernementale majoritaire. Par contre, il est hors de question pour l'instant, tout simplement parce qu'il n'y a pas de volonté ni d'un côté, celui de la liste arabe unifiée, ni de l'autre, celui de l'Union sioniste. Il est hors de question pour l'instant que cette liste arabe unifiée, ou même si elle fait scission, comme ce sera probable, qu'une partie de cette liste arabe unifiée rejoigne officiellement une éventuelle majorité parlementaire qui serait dirigée par Herzog. Par contre, Herzog peut rassembler une majorité parlementaire difficile, pas vraiment cohérente idéologiquement, avec Moshe Kahlon, la gauche et le centre et les partis ultra-orthodoxes qui pourraient gouverner avec lui, même s'ils affirment le contraire aujourd'hui. Merci Dror Even Sapir, merci Sarah Bloom, merci à vous Jérémy Halimi. Dans un instant,